Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce panel auquel j'avais très hâte, qui s'appelle Décoloniser les féminismes et les luttes lesbo-queer, pratique, solidarité et résistance. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Samiel Emrini, je suis avocate en droit de l'immigration, lesbienne, marocaine, et je suis également sur le CA de Helem et été une des co-organisatrices de la Fierté indomptable ou Wild Pride. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, ça me fait ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, surtout avec le RLQ, qui a été vraiment un des partenaires, puis des organismes qui nous ont vraiment aidés avec la Fierté indomptable l'année dernière. Ça me fait vraiment plaisir de travailler avec Tara et toute l'équipe. Et l'année dernière, c'était Cynthia qui remplaçait Tara pendant son congé. Donc, bravo les lesbiennes et merci pour tout. La première personne qu'on va passer aujourd'hui, c'est Julia. C'est bien ça? Parfait. Donc, Julia Islas est candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. D'origine mexicaine, ses recherches portent sur la manière dont les dissidences sexo-genrées rattachées au mouvement Lenchitude créent des espaces à Mexico, avec un accent particulier sur les pratiques de soins et les récits qui émergent au sein de ces espaces. Le mouvement, c'est pas Lenchitude. Comment ça se dit? C'est Lenchitudes. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Donc, Julia, la scène est à toi. Merci. Allô, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps et l'énergie d'organiser l'événement. Du coup, merci aussi pour la présentation. Je ne vais pas répéter qui je suis, mais voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article que je suis en train d'écrire et de... Ah, ok, super. D'écrire et de réécrire récemment, qui porte justement sur les Lenchitudes, une communauté qui émerge à Mexico et qui s'inscrit dans les différentes manières de se nommer, de résister et de s'organiser depuis la lesbianité. Donc, le terme Lenchitudes s'inspire du terme lencha, qui est le diminutif des personnes qui s'appellent Lorenza, qui renvoie à ce personnage de cinéma mexicain des années 90, qui incarnait cette femme dotée de traits perçus comme masculins. Cette femme qui faisait des choses perçues comme masculines. Et en fait, à partir de ce personnage, le terme s'est consolidé à l'échelle nationale comme une manière péjorative de se référer aux lesbiennes au Mexique. Le terme de Lenchitudes a été formellement introduit en 2020, en plein Covid, par le premier comité organisateur de Marcha Lencha. Est-ce que c'est possible de mettre play sur la vidéo, s'il vous plaît? Je vous ai mis justement comme un petit extrait de la dernière édition de Marcha Lencha, mais je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Donc, la Marcha Lencha est une proposition qui marque une rupture à la fois avec la Pride traditionnelle de la ville de Mexico et avec les marchas lésbicas, les marches lesbiennes impulsées par certains secteurs lesbo-féministes. Donc, d'un côté, la Pride est perçue comme un événement centré sur la visibilité, les enjeux, les nécessités et les joies des hommes gays cisgenres. Et donc, du coup, ceci viendrait en fait contribuer à invisibiliser d'autres identités, d'autres enjeux et d'autres besoins. D'un autre côté, la Pride est aussi critiquée pour avoir dérivé vers une forme d'apolitisme et pour être devenue un événement régi par des intérêts et des valeurs capitalistes. D'un autre côté, la Marcha Lencha marque également avec la proposition lesbo-féministe les marchas lésbicas. Et en fait, la rupture qui est faite avec ces secteurs est liée au fait que ces secteurs soutiennent une vision biologisante de l'oppression de genre et par conséquent une conception biologisante de la catégorie de femme. Et en fait, dans cette logique-là, l'expérience lesbienne est comprise exclusivement comme des relations sexo-affectives entre des femmes lesbiennes biologiques. Ces ruptures aussi s'effectuent dans un contexte particulier. En ce moment, au Mexique comme ailleurs, il y a des fortes tensions au sein du mouvement féministe entre les secteurs trans-excluants et les secteurs trans-inclusifs. Un autre élément contextuel aussi à prendre en compte, c'est la relation qui s'est progressivement construite avec les théories queer et avec le queer plus largement. Depuis les années 2000, justement, que c'est à ce moment-là que les théories queer sont arrivées au Mexique, à l'Académie mexicaine. Différents secteurs féministes, notamment les secteurs matérialistes, critiquent ces théories
parce qu'en fait, elle souligne le fait que, en fait, elle contribuerait à un colonialisme épistémique. Elle souligne aussi leur caractère nord-globalocentré et, dans certains cas, aussi leur caractère néolibéral. De plus, plusieurs auteurs lesbo-féministes, notamment, soulignent le fait que ces théories, en fait, contribueraient à un certain comme féminicide symbolique, dans la mesure où, en fait, ça viendrait nier la matérialité des corps des femmes. Donc, dans ce contexte-là, moi, je constate que le récit des Lentitudes que j'ai interviewé, on voit apparaître comme des dialogues, des héritages, des influences issues de ces cadres, des cadres LGBTQ+, des cadres féministes et lesbo-féministes et des cadres queer. Mais en fait, ces relations ne sont pas exemptes de tensions, de prise de distance et de rapports assez prudents et ambivalents. Et en fait, loin de résoudre toutes ces tensions, les Lentitudes les habitent et les rendent créatives et constructives. Donc, à partir de ce constat, je me demande que sont les Lentitudes à Mexico et quelle forme de communauté, de dispute et d'horizon politique rendent-elles possible. Oui, voilà, donc ça c'est le plan que je vais aborder. Très brièvement sur ma méthodologie, je pars du principe que je construis cette thèse à partir de mes coordonnées sociales, les coordonnées sociales que j'occupe, et aussi et surtout à partir du travail réflexif et émotionnel que j'ai à l'égard de ces coordonnées sociales. D'un point de vue méthodologique, j'ai mené un travail de terrain de 8 mois au Mexique, durant lequel j'ai réalisé beaucoup d'observations participantes dans beaucoup d'espaces créés pour et par les Lentitudes, et aussi durant lequel j'ai réalisé un total de 40 entretiens semi-directifs. J'ai également essayé de mettre en pratique des héritages, des apprentissages issus de méthodologies féministes et décoloniales, comprises non pas comme des techniques rigides, mais plutôt comme un ensemble d'intentions relationnelles que l'on construit avec les personnes sur le terrain. Donc, premièrement, que sont les Lentitudes du coup ? En fait, l'objectif du terme est vraiment de pouvoir nommer les différentes manières d'être lencha. En ce sens, la lentitude, on ne peut pas la définir ni comme une orientation sexuelle homogène, ni comme une identité de genre univoque, puisqu'en fait, elle rassemble des trajectoires très diverses. Elle ne cherche pas non plus à se constituer comme telle, et elle ne cherche pas non plus à remplacer les auto-identifications déjà présentes comme sous le parapluie. En fait, les personnes qui s'identifient aux Lentitudes s'articulent plutôt autour d'expériences sexo-affectives, de genre et de stigmatisation similaires, partagées souvent, et ça on me le disait beaucoup dans les entretiens, entre des corporalités, des identités des genres et des expressions de genre qui, soit par auto-identification, soit par imposition sociale, auraient été marquées comme féminines ou féminisées. Et en fait, toutes ces personnes se situent de manière diverse avec le lesbianisme et ou le saphisme, et donc du coup se joignent, s'adhèrent à ce parapluie. Les Lentitudes, du coup, proposent une manière beaucoup plus large de comprendre les façons d'habiter la lesbianité et le saphisme, non seulement à partir d'une identité de genre ou une orientation sexuelle, mais vraiment à partir aussi des expériences vécues similaires entre les personnes qui adhèrent à ce parapluie. Aujourd'hui, je ne nomme pas les Lentitudes comme un mouvement social classique, mais plutôt comme une proposition orientée vers créer du lien, forger des alliances. Et pour le faire, en fait, cette communauté vise sur une mise en commun d'expériences similaires qui s'articulent autour de la lesbianité et ou le saphisme. En ce sens, les Lentitudes peuvent être comprises comme une expression de ce que Val Flores nomme la proximité sensible. Cette proposition, en fait, nous invite à passer d'une politique des identités à une politique des expériences, ouvrant ainsi la possibilité d'imaginer de nouvelles formes de communautés, plutôt basées sur les expériences vécues que sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Cette proximité sensible repose du coup sur 3 dimensions. Une manière d'être ensemble ancrée dans ces expériences similaires, une empathie ancrée dans des vécus communs de stigmatisation, de désir et d'affect, et finalement, une capacité à reconnaître la différence sans chercher à l'annuler. En ce qui concerne maintenant la relation des Lentitudes avec le queer, on voit dans la pratique et en raison des critiques qui sont faites aux perspectives queer que les Lentitudes adhèrent au queer tout en le repoussant. En fait, elles adhèrent à certains de leurs questionnements, à certains de leurs postulats autour de l'identité, autour du genre, autour de la sexualité, mais ils font aussi des critiques à leur égard. Mais en fait, les rejeter entièrement nous prive aussi en fait, de créer des dialogues avec ces théories queer, de voir les croisements possibles avec celles-ci et finalement aussi de nous les réapproprier. Et en fait, on voit finalement une tendance où en fait, il ne s'agit ni de les importer sans discernement, ni de s'y fermer, mais plutôt d'y habiter les tensions qu'il y a avec elles. Et en fait, c'est dans cette démarche-là qu'on voit par exemple apparaître le terme queer, C-U-I-R, que beaucoup de Lentitudes utilisent,
où justement, dès le langage, on marque une rupture avec les généalogies académiques anglo-saxonnes et qui peut justement constituer une lecture située du queer, qui les met en tension et qui les complexifie et finalement qui les réinterprète depuis les Sud globaux. On voit aussi l'apparition du terme disidencias, largement utilisé aussi par les lentitudes, qui, pareillement, peut être compris comme une forme politique et créative de résistance depuis les Sud globaux face à la théorie queer. Finalement, en ce qui concerne la relation des lentitudes avec le féminisme, on constate qu'il y a une sorte comme de relation entre héritage et prise de distance. Donc, dans les récits des lentitudes, c'est ça, on voit apparaître une distanciation vis-à-vis des cadres féministes, bien que pour beaucoup de personnes, les espaces féministes et le féminisme a été un espace très important dans leur socialisation en tant que personnes queer ou lesbiennes. Cependant, lors de transitions vers des identités trans ou non-binaires, plusieurs ont fait l'expérience du rejet ou de la méfiance de ces mêmes espaces qui anciennement les avaient accueillis. Et en fait, l'éloignement de la catégorie femme ou même son questionnement ont été interprétés comme une trahison, générant des expériences d'exclusion et de délégitimation. Ainsi, les vécus trans et non-binaires ne sont pas toujours reconnus comme légitimes au sein du féminisme hégémonique au Mexique, ce qui renforce justement le sentiment de ne pas y avoir vraiment sa place. Le terme féministe alors devient ambivalent, il demeure un repère important, mais peut aussi fonctionner comme un cadre qui reproduit des formes d'exclusion. Et face à cela, du coup, certaines personnes choisissent de le resignifier depuis le matérialisme trans, depuis le transféminisme, ou aussi des perspectives plus larges qui, pour l'instant, sont un peu nommées les luttes antipatriarcales, alors qu'il y a d'autres personnes qui simplement prennent leur distance et créent leur propre langage communautaire et politique. Finalement, pour conclure, j'aimerais justement vous partager ces petites questions que j'ai encore dans l'élaboration de cet article, où justement je me demande plusieurs choses. Premièrement, bien que la proximité sensible apparaisse comme une ressource importante pour la construction des lentitudes, je me pose aussi une question, genre dans quelle mesure cette proximité sensible peut vraiment se transformer en levier d'action politique, notamment face à l'État et face à d'autres structures comme plus formelles, entre guillemets. Concernant le queer et la relation des lentitudes avec ces perspectives, c'est incroyable les réappropriations qui sont en train de se créer, mais en même temps, je me demande si ces catégories, si ces réappropriations nous permettent vraiment de sortir des cadres épistémiques occidentaux et coloniaux, parce que dans une certaine mesure, pour arriver au queer CUIR, il faut quand même comprendre le queer QUEER. Donc du coup, je me demande dans quelle mesure on est vraiment en train de sortir de ce schéma-là. Et enfin, en ce qui concerne les critiques adressées à certains féminismes, et bien que les lentitudes proposent justement comme d'amplifier et de reposer la question du sujet politique du féminisme, demeure encore en fait la manière dont elles vont faire vraiment pour vraiment transformer les cadres féministes dominants et vraiment y avoir leur place. Voilà, ça c'était ma présentation. Merci beaucoup. La prochaine personne panéliste qu'on va accueillir est Estelle Santerre. C'est une personne settler ayant grandi en territoire Anishinaabe. Aujourd'hui basée à Tiohtià:ke, Montréal, elle est candidate à la maîtrise en sociologie avec concentration en études féministes à l'UQAM. Son mémoire de recherche porte sur l'inclusion des personnes Two-Spirit dans les milieux LGBTQ+, allochtones au soi-disant Québec. La scène est à toi. Merci. Donc, c'est ça, comme disait Samia, je m'appelle Estelle, je suis candidate à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Et dans le cadre de mon mémoire, je m'intéresse à la place des personnes Two-Spirit dans les espaces LGBTQ allochtones au soi-disant Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des résultats préliminaires de ma recherche et proposer des pistes de réflexion sur l'inclusion des personnes autochtones dans nos milieux. Puis, je dis inclusion avec des guillemets parce que, comme vous allez le voir, j'adopte une perspective critique de ce terme-là, mais on va y revenir plus tard. Aussi, juste un petit disclaimer avant de commencer pour dire que ma présentation ne porte pas spécifiquement sur les communautés lesbo-queer, parce que ma recherche porte plus largement sur les espaces LGBT, mais c'est quand même des réflexions qui sont tout aussi applicables.
Ah, merci. C'est à l'envers. OK, donc avant d'aller plus loin, je vais juste prendre un moment pour situer mon point de vue pour que vous sachiez d'où je parle. Donc, je suis une personne allochtone blanche, descendante de colons, principalement issue de la France. Et ma famille est installée sur le territoire appelé Québec depuis plusieurs générations. Je suis donc pas une personne Two-Spirit et mon intention, c'est pas de prétendre être la porte-parole de cette communauté-là. Je souhaite plutôt proposer une réflexion critique des milieux LGBT allochtones blancs, des milieux auxquels j'appartiens en tant que femme cisgenre bisexuelle. Je pense qu'en tant que colon, on a une responsabilité de se remettre en question et de participer activement aux efforts de justice sociale. Le travail de transformation ne devrait pas reposer uniquement sur les personnes qui subissent les différentes formes d'oppression intersectionnelle, notamment coloniale. Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai mentionné plus tôt, une des questions qui est centrale à ma recherche, c'est la fameuse notion d'inclusion. Il y a vraiment un engouement autour de ce terme-là depuis les dernières années. On veut donc bien être inclusif. Un peu partout, ça devient un signe de progressisme, voire de vertu. Mais si on se penche vraiment sur la question, qu'est-ce que ça veut dire, être inclusif? Il y a une littérature critique de ce terme-là qui émerge dans les années 2000. Et ça dénonce le fait que lorsqu'on parle d'inclusion, on concentre surtout notre attention sur les personnes qui sont marginalisées et sur leur capacité à s'intégrer au système. Mais on ne questionne jamais la norme qui a causé cette situation de marginalisation ou d'exclusion à la base. J'ai mis une citation que je trouve particulièrement parlante par rapport à ça. C'est Ronald Labonté qui dit « How can one include people and groups into structured systems that have systematically excluded them in the first place? » Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on peut prétendre inclure des personnes dans des structures qui sont conçues pour les exclure? Qu'est-ce que cette critique-là souligne? C'est que l'inclusion, telle qu'elle est souvent mise en œuvre, ça revient un peu à demander aux personnes qui sont issues de groupes marginalisés de s'assimiler à la norme. Et donc, ultimement, ça contribue davantage à reproduire le statu quo qu'à œuvrer pour une véritable transformation sociale. D'ailleurs, il y a plusieurs autoristes dans la littérature critique qui dénoncent que souvent, les pratiques qui se veulent supposément inclusives se traduisent davantage par des gestes qui sont symboliques et superficiels et qui visent à donner une bonne image aux organisations qui les mettent en place. Donc, dans le cadre de ma recherche, je m'intéresse, comme je vous disais, à la place des personnes Two-Spirit dans les espaces LGBT, parce que pour moi, c'est évident qu'on observe depuis les dernières années de plus en plus de gestes symboliques qui donnent la visibilité aux personnes Two-Spirit, particulièrement depuis la Commission de vérité et de réconciliation en 2015. Par exemple, on intègre de plus en plus les lettres 2S dans l'acronyme. Cet acronyme-là est repris par plusieurs organismes communautaires pour désigner la population à qui s'adressent leurs services, organismes LGBT. On voit des drapeaux Two-Spirit qui sont affichés dans le village. Puis, depuis les dernières années, le spectacle d'ouverture de Fierté Montréal est dédié à des performances d'artistes autochtones. Donc, la question que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que derrière cette visibilité accrue des réalités Two-Spirit dans nos espaces LGBT, on peut observer une réelle transformation, notamment au niveau des rapports de pouvoir envers les personnes autochtones, ou est-ce qu'au final, ça reste principalement des gestes symboliques puis qu'on demeure dans une forme d'inclusion qui, au final, contribue à maintenir le statu quo? Avant de passer aux résultats préliminaires de ma recherche, je voulais prendre le temps d'aborder quelques aspects terminologiques. Donc, le terme Two-Spirit, c'est un terme qui est très complexe et polysémique. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de vous expliquer à quoi ça fait référence, d'une part parce que je pense pas que ce soit ma place comme personne allochtone de le faire, mais aussi parce que, comme le soulignent les participantes à ma recherche, il n'existe pas de définition unique. Il appartient à chaque personne d'en faire sens, à chaque personne Two-Spirit d'en faire sens pour elle-même. Puis je tiens à rappeler aussi que les politiques d'assimilation coloniale qui sont en place depuis très longtemps font en sorte que les savoirs qui sont liés aux traditions puis au rôle des personnes Two-Spirit ne sont pas accessibles de la même manière pour tout le monde. Donc, il y a vraiment une résurgence qui est en cours en ce moment, mais ça demeure un obstacle par rapport à ça. Aussi, juste souligner que c'est pas toutes les personnes autochtones LGBTQ qui s'identifient comme étant Two-Spirit et à l'inverse, c'est pas toutes les personnes Two-Spirit qui s'identifient comme étant LGBTQ. Il y a différents termes qui sont revendiqués par les communautés qui sortent de l'hétéro-cis-normativité, notamment le terme Indigi-Queer, qu'on voit de plus en plus, qui est revendiqué. Puis, une dernière précision concernant la traduction. Vous avez sans doute remarqué que j'utilise le terme Two-Spirit en anglais. Il faut savoir qu'il existe effectivement certaines traductions francophones comme bispiritualité ou deux esprits. C'est d'ailleurs des termes qui vont revenir dans les données que je vous présente
plus tard, mais personnellement, je décide d'utiliser le terme Two-Spirit en anglais parce que c'est le terme original qui a été choisi par la communauté pour se définir en 1990. Puis c'est aussi, ce choix-là est en cohérence avec les participantes à ma recherche qui soulignent que pour différentes raisons, les traductions francophones ne font pas consensus dans la communauté. Maintenant, j'ai passé aux résultats préliminaires de ma recherche. Donc, ma méthode de recherche s'est déployée en 2 volets. Maintenant, je vous parle de la première. Donc, j'ai fait une analyse discursive de la manière dont les identités et les réalités Two-Spirit sont abordées dans la documentation publique qui est produite par les organismes LGBTQ situés au soi-disant Québec. Ici, j'ai vraiment exclu les groupes qui ciblent spécifiquement des populations racisées. Donc, je me concentre vraiment sur les groupes allochtones à majorité blanche. Au total, j'ai identifié 42 contenus dans lesquels on aborde les questions Two-Spirit. Ces documents-là ont été publiés entre 2016 et 2024 et sont d'une diversité de formats. Donc, ça inclut à la fois des lexiques, des guides d'information et de sensibilisation, des rapports de recherche, des livres et des pages Internet. La chose que je remarque le plus dans le corpus que j'ai analysé, c'est que le sujet Two-Spirit et plus largement les questions autochtones sont abordées de manière très succincte, voire superficielle. La plupart du temps, lorsqu'on en parle, c'est pour proposer une définition de l'identité Two-Spirit, puis c'est tout, ça s'arrête là. Et lorsque j'analyse ces définitions, je remarque qu'elles sont majoritairement réductrices et qu'elles procèdent à des généralisations qui font en sorte de reproduire des visions stéréotypées des peuples autochtones, tout en maintenant l'identité Two-Spirit aux marges et en naturalisant le colonialisme d'occupation. Donc, j'ai présenté 3 principales tendances qui se dégagent de mon analyse. La première, c'est que souvent, quand on va définir l'identité Two-Spirit, on va la définir par rapport aux catégories LGBTQ majoritaires, allochtones, dominantes, appelons-les comme vous voulez. Il y a plusieurs définitions qui présentent l'identité Two-Spirit comme étant une variante autochtone de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Two-Spirit, c'est un terme qui est très complexe et polysémique, et donc pour certaines personnes, le fait d'être Two-Spirit peut être synonyme d'être à la fois autochtone et LGBTQ, mais le fait de réduire cette identité-là à ce volet-là, ça vient occulter toute la dimension culturelle et spirituelle qui peut y être associée. Puis ça invisibilise aussi le fait que c'est pas toutes les personnes Two-Spirit qui considèrent appartenir à la diversité sexuelle et de genre. La deuxième tendance, ça concerne l'homogénéisation des cultures autochtones. Souvent, on va avoir tendance à parler de les Autochtones comme si c'était un groupe monolithique. Comme ici, la première citation, vous voyez, on dit la culture autochtone, comme si c'est ça, on en parle au singulier, comme si c'était un groupe monolithique. Ça vient occulter la pluralité des nations puis des cultures. Puis ça contribue aussi à reproduire certains mythes, comme dans la deuxième citation, on peut voir l'idée qu'avant la colonisation, les peuples autochtones avaient 5 identités de genre reconnues. Donc, ces généralisations-là, ça contribue à un processus de romantisation et d'idéalisation des peuples autochtones qui, ultimement, contribue à un processus d'altérité. Et la troisième tendance que j'observe, ça concerne le traitement des questions qui sont liées au colonialisme, ou devrais-je plutôt dire leur absence. Parce que dans la moitié des documents que j'analyse, il n'y a absolument aucune mention de la colonisation ou du colonialisme. Puis lorsque c'est nommé, c'est majoritairement relégué au passé. Donc on va parler de la colonisation comme si c'était un événement ponctuel puis qui était restreint dans le passé, ce qui contribue encore une fois à naturaliser le colonialisme d'occupation et invisibilise ces effets continus sur la vie des personnes autochtones, comme le soulignent les participantes à ma recherche. Donc, le deuxième volet méthodologique de ma recherche, c'est que j'ai mené des entretiens auprès de personnes Two-Spirit qui ont ou ont déjà eu des liens avec les milieux LGBT au soi-disant Québec pour les questionner sur leur rapport à ces espaces-là. Donc, au total, je me suis entretenue avec 8 personnes qui étaient âgées entre 21 et 50 ans. Puis, elles m'ont rapporté des expériences dans plusieurs espaces LGBT, incluant des organismes communautaires, Fierté Montréal, les bars du village, des événements de drague, puis ce à quoi elles faisaient référence comme étant la communauté LGBT. Donc, plus au niveau des individus qu'elles fréquentent. Les expériences qui m'ont été rapportées en entretien sont diverses et plurielles. Donc, il y a certaines personnes qui ont souligné des aspects qu'elles apprécient des espaces LGBT, notamment le fait de se sentir représentées en voyant des artistes autochtones performer dans un événement, ou encore le fait d'avoir ressenti un sentiment d'appartenance ponctuel à la communauté LGBT à d'autres moments.
Par contre, bien qu'il y ait certains aspects positifs qui ont été soulignés, un élément important qui se dégage des entretiens, c'est que les espaces LGBT demeurent marqués par certains rapports de pouvoir à l'endroit des personnes autochtones. Je vais vous présenter des exemples qui sont issus des extraits en fait des entretiens. Donc, d'une part, il y a certaines personnes qui ont évoqué le fait de se sentir instrumentalisées par des organismes allochtones. Là, ici, si vous voyez, chaque participante a choisi si elle souhaitait utiliser un pseudonyme ou son nom réel pour être identifié dans la recherche. Donc, n'ayez pas peur. S'il y a des noms que vous voyez, les personnes, c'est ce qu'ils ont choisi. C'est ça. Donc, parlant d'instrumentalisation, ce que je disais, c'est que dans le premier extrait, Paprika nous dit avoir été invitée à participer à un projet de recherche, puis comment elle s'est sentie instrumentalisée parce qu'elle a été invitée au dernier moment, puis c'était la seule personne autochtone dans le processus. Il n'y avait pas de collaboration qui était mise en place ou quoi que ce soit. Ensuite, dans le deuxième extrait, Kamamik souligne qu'il est souvent la seule personne autochtone dans les espaces queer qu'il fréquente. Ça montre que les espaces demeurent marqués par la blanchité. Puis en parlant de ce même phénomène-là, il y a d'autres participantes qui ont évoqué le fait que être la seule personne autochtone dans ces espaces-là, ça s'accompagne souvent de microagressions puis d'un fardeau à devoir éduquer les autres personnes sur leur réalité. Aussi, il y a plusieurs personnes qui ont abordé l'appropriation culturelle de l'identité Two-Spirit par des personnes LGBT allochtones, comme le montre l'extrait de Sakia, le premier extrait. Je passe rapidement ici parce que le temps file, mais il y a aussi été abordé un phénomène de fascination, voire de fétichisation de l'identité Two-Spirit de la part des personnes LGBT allochtones, comme le mentionne Xan dans le deuxième extrait. Donc, en résumé, qu'est-ce que mes résultats préliminaires suggèrent? C'est que la place des personnes Two-Spirit et Indie-Queer dans les espaces LGBT allochtones demeure largement restreinte au paradigme de l'inclusion superficielle à l'heure actuelle. Malgré le fait qu'on reconnaisse l'existence de ces personnes en les ajoutant à l'acronyme, qu'on affiche des drapeaux Two-Spirit, puis qu'on fasse des reconnaissances territoriales au début des événements, il y a encore du travail à faire pour dépasser la performativité puis développer une réelle intersectionnalité politique. Donc, pour les 2 minutes qui me restent, on me fait signe, je vais vous partager certaines pistes de réflexion sur comment faire pour y arriver. Et là, évidemment, je ne prétends pas du tout détenir la solution à cet enjeu super complexe et structurel, mais je voulais partager certaines pistes de réflexion qui sont issues des participantes à ma recherche. Donc, la première piste qui émerge, c'est l'importance de soutenir les espaces Two-Spirit en non-mixité. On en parlait ce matin, l'importance des espaces par et pour, puis de reconnaître que l'intégration des personnes marginalisées dans les espaces est pas toujours souhaitable. Comme le dit Xan dans la première citation, faut pas juste inclure les personnes Two-Spirit, il faut aussi leur laisser l'espace pour s'organiser entre elles. Il y a plusieurs personnes qui ont effectivement souligné comment les espaces qui sont réservés aux personnes Two-Spirit et Indie-Queer sont essentiels. Ça permet à ces personnes-là de se rassembler dans des contextes qui sont culturellement sécuritaires et de s'autodéterminer. Comme Kamamik qui dit que quand je trouve d'autres personnes Two-Spirit, je me dis oh, we get it. Désolée, traduction libre. Parmi les initiatives en non-mixité qui ont été soulignées par les participantes, il y a le Cercle Indie-Queer et le programme Two-Spirit de l'organisme Mikana, qui sont vraiment des exemples de telles initiatives. Puis l'une des manières dont les espaces LGBT allochtones peuvent contribuer à soutenir ces espaces-là, comme l'ont mentionné plusieurs participantes, ça doit passer par le transfert de ressources financières. Comme le dit Paprika dans la dernière citation, ça représente une manière de contribuer à la réparation avec les peuples autochtones. Et dernière chose, cette invitation-là à soutenir les espaces en non-mixité, ça ne veut pas dire qu'on doit se dédouaner de toute forme de responsabilité. Il y a quand même du travail à faire à l'interne dans les espaces allochtones pour déconstruire ces préjugés, revoir certaines manières de faire et de penser pour que quand les personnes autochtones décident effectivement de fréquenter les espaces, elles puissent se sentir bien. C'est pas partout non plus qu'il y a des espaces en non-mixité qui sont disponibles, surtout dans les régions, à l'extérieur des grands centres urbains. Puis comme le souligne Paprika dans la citation, la première citation, pour y arriver, ça demande plus qu'une formation de 2 heures sur les réalités autochtones. Il faut se mettre dans une posture d'autoréflexivité active puis à long terme. Puis ce processus de déconstruction-là, ça implique aussi de développer une réelle solidarité politique avec les luttes autochtones.
Une solidarité qui demande de contester activement le colonialisme d'occupation dont on bénéficie en vivant sur ce territoire. Puis ça, ben, c'est pas confortable parce que ça implique de remettre en question nos privilèges puis d'accepter d'en perdre. Mais c'est vraiment essentiel si on veut dépasser le stade de l'inclusion symbolique. Voilà, merci. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je présente la prochaine personne panéliste, mon adelphe, Yara. Yara est une organisatrice communautaire, intervenante et militante Gwyn, engagée dans les luttes queer, anticoloniales et anticapitalistes. Cofondatrice de Wild Pride et membre du conseil d'administration de LM Montréal, son travail se situe à l'intersection des solidarités lesbo-queer, palestiniennes et diasporiques, avec une attention particulière portée aux communautés marginalisées et neurodivergentes. Née et élevée à Beyrouth, Yara vit aujourd'hui à Jojage. Elle écrit parfois quand les mots arrivent et partage sa vie avec ses amis, famille, communauté, copines et Bou, son chat. Je t'aime. Allô? Oh, ça fonctionne. Est-ce que c'est chill si je me lève puis je regarde ma présentation? Il y a aussi de l'eau qui est très, très loud à l'arrière. Donc déjà, on ne peut pas parler de Palestine sans parler des peuples autochtones, puis du fait qu'on est dans des terres non cédées. Donc je tenais à le mentionner, je ne sais pas si ça a été fait, mais si vous pouvez partir avec une chose aujourd'hui, c'est comment lutter pour les peuples autochtones. Parce que des fois, c'est plus facile de lutter pour ailleurs que de lutter pour ce qu'on a ici. Donc, cette présentation, elle est beaucoup moins académique, beaucoup moins auteuriste, etc. C'est vraiment sur les choses qu'on a vécues, avec Samia aussi. Et on parle de la manière dont la résistance palestinienne a élargi nos imaginaires queer. Pendant longtemps, je pense que la stratégie dominante queer, c'était vraiment l'homonationalisme. C'était vraiment l'inclusion, c'était vraiment le DEI, on veut être inclus, on veut le mariage, on veut ça, on veut ci, puis c'est vraiment valide. Mais je pense que, en tout cas pour nous, et pour plein de personnes blanches aussi, l'imaginaire palestinien a élargi le nôtre. Donc en 2023 et 2024, j'étais pas à LM Montréal, donc je vais parler et de ce que LM Montréal a fait et de ce que moi j'ai fait en tant que militante queer arabe. Donc LM s'acharnait et se battait, et je vais le dire, pour des centaines d'heures, probablement à la réforme au sein d'un organisme qui est Fierté Montréal. Ils essayaient la réforme, les demandes étaient très minimales, c'était de reconnaître la réalité du génocide et refuser l'homonationalisme. Donc, dans ce temps-là, il n'y avait même pas le divest de TD, de Bob Lee, blabla, qui ressortait. C'était vraiment, voyez-nous, voyez notre humanité et portez-nous. Et c'est quelque chose qu'ils ont refusé. Fierté Montréal, c'est un organisme qui adhère à l'homonationalisme, qui est super sympa quand on est blanc, privilégié, d'une haute classe sociale. C'est vraiment un système qui fonctionne bien dans le capitalisme, mais pour toute personne qui ne fit pas, qui est anormale, ben, ça ne fonctionne pas. Et donc, en été 2024, LM a résisté d'une manière. LM a organisé un die-in, et en parallèle, si vous voyez la petite personne avec un foulard rose, c'est moi. En parallèle, moi, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de bloquer puis j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de... Oh, whatever, I don't fucking care. Mais j'ai décidé avec un groupe de militants qui étaient un peu plus radicaux de bloquer le défilé. Puis c'était vraiment un moment dystopique. On était entre Bob Lee et la police anti-émeute. Puis j'étais comme, what the fuck is going on? Mais ces deux stratégies, et quand je dis ça, je veux vraiment pas dire que c'est vraiment nécessaire de résister les systèmes existants. Mais de ces deux stratégies, pour nous, en tout cas, comme quelque chose est ressorti qui avait une certaine limite.
les pressions internes et les manifestations, blocages, etc., les deux sont nécessaires. Puis je ne veux pas minimaliser ça. Je ne veux pas qu'on ressorte et dire « OK, on ne va pas faire ça ». Mais ça reste dans leur cadre. On reste dans le cadre institutionnel, on reste dans la réforme et pas dans l'imagination et pas dans la création. Mais pour être dans la création et l'imagination, on doit passer par là. On doit passer par les résistances. On n'est pas activiste, militant qui sait tout. Donc on doit faire des erreurs, on doit trial and fail. Mais pour Samia et moi, qui ont eu des parcours différents, parce qu'après ça, je me suis joint à LM, puis notre motto, c'était « Let's fuck shit up ». On a essayé, puis on a un peu perdu. Puis on se sentait seul, isolé, etc. Mais pendant ce temps, plusieurs personnes organisées pour la Palestine, que ce soit des personnes blanches, des personnes racisées, etc. Et de la résistance palestinienne, on en a appris des choses. On a appris que la résistance palestinienne, elle demande pas une meilleure inclusion. Ça demande pas à être inclus dans le système israélien. Ça demande une réforme radicale. Et ça, les intifadas, c'est ça qu'elles nous ont appris. Elles demandent la fin de l'apartheid, la fin de l'occupation et la fin du colonialisme de peuplement. Donc, ils ne cherchent pas à être reconnus par la structure, mais ils cherchent à la détruire, à la réformer. Puis ça nous a appris des choses. Et donc, en luttant pour la Palestine, et là, je ne parle pas de ma perspective seulement, parce que moi, c'est des récits que j'ai appris depuis l'enfance, mais en luttant, la lutte ne se termine pas aux manifestations. Les gens en apprenaient beaucoup plus sur le peuple palestinien, sur leurs histoires, sur l'histoire, par exemple, de Leila Khaled. Ah, maman, qu'est-ce que tu fais là? OK, c'est chill. Aux histoires de Leila Khaled, qui participe au détournement d'avions de 1969 et 70 et qui a écrit et lutté pour la Palestine, à Mahmoud Darwish, qui nous apprend comment lutter, à tous ces récits qui, en fait, ont un peu eu une renaissance dans l'imaginaire des colons, dans votre imaginaire, finalement, et qui l'a élargi. Donc, on parle souvent de comment les luttes sont toutes reliées, mais ici, je veux vraiment parler de comment les luttes se nourrissent, comment on en apprend plus l'un de l'autre et comment, en luttant et en créant, je pense qu'on va changer les choses. C'est un peu ironique parce que je suis un peu en dépression par rapport à la situation au Liban, puis j'ai un peu perdu espoir, mais peut-être que la Yara qui a écrit ça n'avait pas perdu espoir, donc j'espère qu'elle reviendra. Donc, lors de la première intifada, c'était pas seulement l'armée, c'était pas seulement des fronts populaires d'armée, c'était des comités populaires, des réseaux d'entraide, des boycotts économiques, des écoles clandestines. Et de ça ressort aussi une réelle pensée palestinienne anticarcérale, les hunger strikes, puis je vais faire le lien avec les hunger strikes qui ont aussi eu lieu à McGill, où les étudiants ont appris des intifadas et ont refait. Et donc, c'est ça qui s'est un peu passé avec nous. Donc, la mobilisation mondiale pour la Palestine, elle a vraiment normalisé notre désobéissance, puis a normalisé le fait qu'on pouvait créer autre chose. Elle a déplacé notre seuil de tolérance et transformé notre rapport au risque. Donc, on n'était plus dans l'inclusion, mais on voulait vraiment imaginer quelque chose de nouveau. Et pour beaucoup d'autres, je ne sais pas si vous, mais j'espère vraiment, il y a vraiment eu un élargissement de notre imaginaire et ça a ouvert des portes à autre chose. Donc, par exemple, la lutte des prisonniers palestiniens, ça ouvre la critique des prisons, aux pensées d'Angela Davis, aux analyses de Ruth Gilmore. La lutte autochtone, j'espère réellement que les personnes ont fait les liens avec la lutte autochtone, puis sinon, c'est le temps de commencer, s'il vous plaît. Et donc, on a vraiment eu un shift de paradigme, puis je pense que on était prêt à ça, en tant que population queer, de comment est-ce qu'on peut réformer cette institution qui est Fierté Montréal. Puis c'est le discours que aussi RLQ a eu à un certain moment. Comment est-ce qu'on peut réformer ça, etc. Puis
thank God, c'était plus le discours qu'on a eu, mais c'était vraiment ces institutions-là sont pourries, sont en train de faner. Puis comment est-ce qu'on peut créer autre chose? Puis comment est-ce qu'on peut créer autre chose? Puis ça, c'est une question qu'on se pose maintenant. Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui ne va pas partir dans un mouvement d'institutions, etc. Comment est-ce qu'on ne recrée pas la même chose que Fierté Montréal a fait finalement? Parce que c'est toujours un danger. Et quand l'imaginaire change, vraiment les structures suivent. Et le cheminement vers la création de la fierté indomptable s'est produite parce que quelque chose se brisait, parce qu'on se sentait tellement seul. OK, bye Apple Pen. On se sentait tellement seul et tellement pas entendu que face au désespoir, l'espoir s'est créé un petit peu. Donc on a vraiment arrêté de négocier et de parler et on s'est mis à faire autre chose. Et donc notre lutte, il y a vraiment eu encore une fois ce changement de paradigme où on a créé quelque chose d'autre, où on ne voulait plus vivre dans leur système et on a commencé à les ignorer. Donc il y a eu comme ce shift, mais aussi cette anxiété que l'institution formelle qu'est Fierté Montréal avait eue, où ils voulaient rentrer dans le dialogue avec nous, qu'on a entertain pour comme 5 minutes, mais après on s'est dit non. Et où l'institution, en tout cas de mes yeux, maintenant n'est plus légitime face aux populations qui ne sont pas homonationalistes. Et donc, j'espère que la fierté indomptable qu'on a co-construit avec toute la population, que ça ne sera pas un espace où les solidarités sont conditionnelles, diluées ou marchandisées, mais c'est un espace où on a lutté, mais aussi où nos joies et notre célébration coexistaient. Bon, ça je l'ai déjà dit, c'est bon. Et donc, on peut parler de résistance palestinienne, mais on peut aussi parler du mouvement de 2020 avec les luttes des personnes noires, on peut parler des luttes autochtones, on peut partir partout à des moments dans l'histoire où les luttes et où les institutions, où on a eu cette réalisation que les luttes et la réforme ne suffisaient pas. Donc mon exemple, je tiens à dire que c'est un exemple qui est de ma perception, mais qu'on pourrait faire la même chose pour tant de luttes. Et que donc World Pride, c'est un modèle qui n'est pas universel et c'est un modèle qui est aussi né et inspiré par les luttes anarchistes comme Brûlance, comme Constellation. Et j'espère, si moi j'ai un espoir et une volonté, c'est que l'imaginaire politique change encore, que quelqu'un voit la fierté indomptable et dit « Ok, c'est pas assez rad pour moi, je vais faire quelque chose d'encore plus rad. » Je vais faire quelque chose d'encore plus ancré dans mes réalités et qui est plein de petites mosaïques de personnes queer qui luttent de manière différente, mais égale. Et donc, voilà. C'est tout. OK, donc merci beaucoup à toutes pour les présentations. Il nous en reste une dernière, et non la moindre, qui va être diffusée en mode hybride, en ligne. Est-ce que c'est prêt? Oui, donc nous avons avec nous à distance Shamindra Weerawardana. J'espère que je prononce le nom de manière peut-être correcte. Politologue de formation, Dr Shamindra est cofondatrice et directrice du Consortium for Intersectional Justice. Chercheuse et conférencière prolifique, elle est membre de la commission Lancet sur le racisme, la discrimination structurelle et la santé mondiale, conférencière TEDx et organisatrice féministe décoloniale. Bonne écoute.
Chers collègues, bonjour, Ayubawan. C'est un plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui, j'avais prévu d'être présente en personne à Montréal, mais les plans ont changé dernière minute. Nous vivons dans un environnement international profondément instable. À l'île de la Tortue, n'oublions pas que cette conférence se tient sur une terre où un génocide non reconnu a eu lieu. Le génocide continue sous forme multiples formes, par exemple, euh, la violence contre les enfants des peuples autochtones était une politique officielle du gouvernement et où elle continue de l'être à travers le système de prise en charge par les familles d'accueil. C'est une terre où des pratiques ancestrales de pluralité, de diversité sexuelle et de genre ont été éliminées afin d'établir les intérêts patriarcaux, capitalistes, impérialistes et suprémacistes blancs des Européens. Je rends hommage au peuple souverain de la nation Kanien'kehá:ka, ainsi qu'aux nations Wendat et Anishinaabe. Je reconnais que je m'exprime ici dans une langue imposée à vos nations et à moi-même par l'impérialisme européen et une vision eurocentrique du monde qui nous a été imposée. En passant, et dans un esprit féministe, lesbien, anticolonial, la Palestine, pour sa part, sera libre et l'Iran, malgré toutes les attaques impérialistes, demeurera souverain. Cette communication, mesdames et messieurs, s'inscrit dans un cadre d'un projet ambitieux, un livre intitulé Feminism in the Age of Fascism, a Decolonial Feminist Manifesta for Radical Resistance, qui sera publié dans quelques mois à l'île de la Tortue chez Fernwood. Ce livre est une intervention féministe critique décoloniale et anticoloniale qui vise à mieux comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et à cerner comment nous pouvons collectivement résister, survivre et faire face à l'ensemble de l'ère du fascisme, the age of fascism. Quand je parle de féminisme décolonial, je fais référence au travail de libération mené par des femmes autochtones, les femmes issues de la majorité mondiale, je préfère dire majorité mondiale au lieu de dire Global South ou Sud global, et les femmes issues des minorités raciales, ethniques, sexuelles et de genre dans les pays du Nord, pour en citer que quelques-unes. Il s'appuie également sur le travail des femmes révolutionnaires et guerrières qui se sont battues pour leur autonomie et leurs droits. Lorsqu'on parle du féminisme décolonial, nous ne pouvons pas éviter de parler des guerres anticolonialistes menées par la reine Ranavalona, la première du Madagascar, Rani Lakshmibai de Jhansi et Rani Velunachiyarama du royaume de Sivaganga dans le sous-continent indien. Vanichi Maria Sembatiama au Sri Lanka chez moi, une reine guerrière qui a lancé la seule et unique attaque meurtrière contre la domination néerlandaise dans mon pays. Pour n'en citer que quelques-unes. Eh ben, leurs luttes armées sont profondément inscrites dans le féminisme décolonial auquel j'adhère. Contrairement aux discours féministes occidentaux, ce féminisme décolonial peut être décrit comme une lutte, y compris une lutte armée contre les forces de ce que la docteure Bell Hooks qualifie de patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc, imperialist, capitalist, white supremacist patriarchy. Comme souligne l'écrivaine et universitaire indonésienne, la docteure Intan Paramaditha, qui a écrit de très beaux livres d'ailleurs, le féminisme décolonial peut être décrit comme une expérimentation, un projet audacieux et un projet encore inachevé. Ce que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une très brève présentation de l'orientation théorique du féminisme décolonial qui forme la base de mon ouvrage. Donc, rapidement, dans l'élaboration de cette théorie féministe décoloniale, en tant que théoricienne politique et spécialiste en relations internationales, l'une des traditions féministes sur lesquelles je m'appuie fortement, c'est ce que je pourrais appeler le féminisme lesbien. L'une de mes principales priorités dans la rédaction de Feminism in the Age of Fascism a été de développer une théorie politique féministe lesbienne centrée sur la majorité mondiale.
profondément ancrée dans une pratique décoloniale et anticoloniale. Le féminisme lesbien au sens décolonial inclut bien évidemment les travaux décoloniaux critiques réalisés par les penseuses de premier plan à Biayala, tels que les professeurs Maria Lugones, Eudarquis Espinosa Minoso, Gloria Anzaldúa et tout particulièrement, compte tenu du thème de cette conférence, Madame la professeure Ochi Curiel. La pensée féministe décoloniale a également été renforcée par le travail de libération des femmes dans les communautés autochtones, dans ce que j'appellerais Te Ao Maori. C'est un terme qui désigne le monde maori à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande. Le concept de mana wahine, une femme puissante et consciente, est un moyen de revendiquer la position importante des femmes maoris dans leur communauté avant la colonisation britannique. Ce terme a été utilisé par les universitaires tels que Madame la professeure Linda Tuhiwai-Smith pour désigner le travail de libération décoloniale accompli par les femmes maoris. La pensée féministe décoloniale a également été renforcée par le travail des femmes qui contestent le terme même de féminisme, en raison des pratiques d'exclusion de longue date du féminisme occidental et néolibéral, le féminisme des femmes blanches, qui ont laissé de nombreuses femmes marginalisées sur le carreau. La critique du féminisme dans ces cercles de lutte, par exemple, la critique du féminisme dans les cercles de lutte pour la libération Dalit en est un exemple. Et compte tenu de ce contexte, chers collègues, le féminisme lesbien dont je parle ici comporte des connotations profondément décoloniales, voire anticoloniales. Donc, les innovations féministes lesbiennes dans le monde universitaire occidental, quant à elles, constituent un ensemble de travaux qui ont vu le jour grâce à des femmes qui se sont appropriées leur corps, leur sexualité et leur réalité vécue. Il s'agit également d'un ensemble de travaux qui se sont opposés de manière ferme et sans équivoque au patriarcat capitaliste. Les universitaires féministes lesbiennes des générations précédentes, on doit leur remercier. Elles ont très clairement posé les bases de ce mouvement, ce qui, à l'ère du fascisme, in the age of fascism, dans lequel nous vivons aujourd'hui, est une véritable bénédiction. Je pense particulièrement aux travaux de la professeure Greta Gard dans les années 80-90 et 2000 d'ailleurs. Greta Gard qui a soigneusement documenté le harcèlement anti-lesbien dans le milieu universitaire et a réuni des universitaires autour du thématique de l'écoféminisme. L'écoféminisme avec une éthique féministe lesbienne sous-jacente, sans jamais perdre de vue le rôle du féminisme lesbien dans la résistance féministe mondiale. Le féminisme lesbien, ou plus précisément le féminisme décolonial lesbien, comme je le défends dans mon livre, est un projet très loin d'être achevé. Une initiative à long terme qui ne cesse de se renouveler et de se réinventer. La pensée féministe décoloniale lesbienne s'inspire des épistémologies et ontologies autochtones, bien sûr, ainsi que des réalités vécues. Le travail des mana wahine, des femmes Takata, puis des femmes autochtones dans d'autres cultures d'ailleurs. Ce corps de travail remet profondément en question le patriarcat sous toutes les formes et toutes ces formes dans ce travail on trouve un refuge réconfortant ce travail est profondément inscrit dans une logique de féminisme lesbien et lesbo-queer. Il s'agit également d'un véritable système de soutien, le féminisme lesbien ou lesbo-queer. Et c'est cet aspect du féminisme lesbien qui le rend si pertinent aujourd'hui, à l'ère du fascisme. Donc, le féminisme lesbien qui met fortement l'accent sur l'autonomie corporelle, l'autodétermination, ou pour citer un magnifique mot maori, mana motuhake, l'autodétermination, est soumis à des attaques sans précédent. Donc, si les fascistes d'aujourd'hui font beaucoup de bruit en s'attaquant aux cibles les plus faciles, en particulier les personnes trans et non-binaires, leur objectif ultime, cet objectif qui consiste à inonder la zone, comme le disent les idéologues aux États-Unis.
Cet objectif d'inonder la zone est par définition un projet profondément misogyne et lesbophobe. Si nous ne comprenons pas cette réalité, nous risquons de ne pas être en mesure d'élaborer des stratégies pour relever ces défis. La montée des menaces contre l'autonomie corporelle, les restrictions des droits et les choix reproductifs, le retour des stéréotypes de genre conservateurs et misogynes, l'essentialisme biologique et l'accent excessif sur la biopolitique, l'institutionnalisation de la misogynie ne sont que quelques éléments de ce programme fasciste. Pour moi, en tant que penseuse militante féministe décoloniale dont le discours est profondément ancré dans la pensée féministe lesbienne, lutter contre la montée du fascisme nécessite impérativement une résistance lesbienne et lesbo-queer solide. Chers collègues, en conclusion, je voudrais souligner le fait que la résistance féministe lesbienne et lesbo-queer se comprend mieux en décentrant l'Occident comme un projet mené par des femmes c'est mieux de comprendre comme un projet mené par des femmes qui s'opposent au patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc, encore une fois bell hooks, imperialist, capitalist, white supremacist patriarchy. Les femmes de la révolution Rojava, partant des femmes de la révolution Rojava aux femmes qui militent pour les salaires équitables dans l'industrie du textile en Asie du Sud. La résistance féministe décoloniale repose sur une forte solidarité lesbienne et lesbo-queer. Même si elle ne porte pas des bracelets aux couleurs du drapeau de la fierté lesbienne, c'est précisément dans ces cercles que l'on trouve une éthique féministe lesbienne et queer, bien lesbo-queer, bien ancrée, qui a le pouvoir de nous rendre plus fortes face aux défis de l'ère du fascisme. Donc, Feminism in the Age of Fascism sortira bientôt et on pourra continuer cette conversation lors du lancement. Je vous remercie. Bye, everyone.